Dans ce collège marseillais, on lève la main, on pose des questions et on y répond. On essaie d'instaurer la discipline et le respect. En fait, vous avez planté l'ordi. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je prime tout en fait. Nous sommes dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Marseille. La plupart des élèves sont boursiers. Ce collège fait partie du nouveau réseau d'éducation ultra prioritaire et bénéficie de ce fait de certains aménagements. Regarde, on va faire ça. On va faire ça. En fait, c'est essentiel, c'est qu'on est un petit peu moins nombreux par classe. Voilà. Dans un collège lambda, on peut être jusqu'à 27, 28, 29, 30. Là, ils sont limités normalement 24 élèves par classe. Donc déjà, c'est un moyen qui est plus confortable. Et là, en plus, on a mis en place des groupes de besoins. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont par des groupes de compétences plutôt même. Ils sont par compétences. Avec 2 classes, on fait 3 groupes de compétences. La mise en place de l'éducation prioritaire date de 1982 et visait à donner plus de moyens aux écoles des quartiers démunis. Elle a été révisée à plusieurs reprises, la dernière fois en 2015, quand l'État a redistribué les ressources et privilégié les établissements les plus en difficulté, comme le collège Jean Moulin. Avant la réforme, on avait 40% d'élèves qui réussissaient leurs examens, à peine 50% d'élèves qui allaient au lycée. Maintenant, on a 70%, 70 voire plus les bonnes années d'élèves qui réussissent leur examen, et on a 100% d'élèves qui vont au lycée, certains en général, d'autres en professionnel. Donc, le fait d'avoir ces moyens complémentaires en enseignement prioritaire, plus l'implication, la réflexion des équipes sur des méthodes pédagogiques innovantes, permettent d'améliorer le parcours scolaire des élèves. Mais ces bons résultats ne doivent pas occulter la situation dramatique de l'école française. Elle est devenue depuis quelques années la plus inégalitaire des pays développés et en septembre dernier, le CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, a conclu, après 2 années d'études, que depuis 30 ans, les politiques éducatives n'ont fait qu'aggraver les inégalités. L'échec de l'éducation prioritaire est pointé du doigt. Elle qui concerne aujourd'hui 1 millier de collèges, 8000 écoles et 1 élève sur 5 en France. Suite à la publication de ce rapport accablant, les académies de Lyon et de Créteil ont rejeté nos demandes de tournage. Comment la France peut-elle avoir le système éducatif le plus inégalitaire des pays de l'OCDE? Nous sommes ici dans l'un des quartiers les plus pauvres de la région parisienne et ici aussi, nous n'avons pas été autorisés à filmer dans cette école. Sa directrice a accepté de nous parler à l'extérieur. Dans l'école de Véronique Decker, à Bobigny, tous les élèves appartiennent à des familles issues de l'immigration et en difficulté sociale. Bien que son établissement soit classé éducation prioritaire, elle dit que peu de moyens supplémentaires lui ont été affectés. Le mauvais classement de la France ne la surprend pas. Il n'y a pas d'égalité entre l'école publique et l'école privée. L'école privée est favorisée par le fait de pouvoir percevoir des fonds des parents, choisir les élèves, alors que nous ne pouvons pas percevoir de fonds des parents, et c'est heureux, et nous ne pouvons pas choisir nos élèves, et c'est heureux aussi. Mais du coup, il n'y a pas d'égalité entre le privé et le public. Il n'y a pas d'égalité non plus entre les différentes écoles publiques, puisque l'État français accepte qu'il y ait sur son territoire des quartiers de relégation, dans lesquels, du coup, l'école du quartier se retrouve à être une école ghettoisée. Parfois, les conditions d'enseignement sont aberrantes, y compris dans les établissements en réseau d'éducation prioritaire. Coucou, ça va les garçons? C'est le cas du Collège République, également à Bobigny, où l'un des fils de Laurence Blin est scolarisé. Enseignants et parents assurent qu'au cours des dernières années, malgré la récente réforme et l'arrivée de 50 nouveaux élèves, aucun moyen supplémentaire n'a été attribué. Laurence Blin et d'autres parents ont saisi le défenseur des droits pour dénoncer une rupture d'égalité des usagers subie par leurs enfants. Non, mais la semaine prochaine. D'accord. C'est un gros problème, le non-remplacement des professeurs, puisque mon fils en 6e, pendant tout un trimestre, il n'a pas eu de prof d'anglais. En 5e, à chaque fois le premier trimestre, pas de prof d'histoire géo. Voilà. Et pendant 2 trimestres, pas de prof, toujours en 5e, pas de prof d'art plastique. Et là, quasiment le premier mois, en 4e, sans prof de SVT. Voilà. Donc c'est énorme, c'est énorme. Là aussi, en termes de réussite, comment on veut que les enfants de collège où il y a de tels manques, en fait, ils puissent avoir le même niveau
que ceux qui ont des profs des années entières, quoi. Nathalie Mons, présidente du CNESCO, a dirigé le rapport publié en septembre sur les inégalités sociales à l'école. Elle relève ces inégalités dans les ressources à disposition des élèves, dans leurs résultats, leur orientation, leur diplôme et même leur accès au marché du travail. En France, nous menons depuis une trentaine d'années des politiques scolaires qui sont très similaires et qui ne montrent pas des effets significatifs dans la lutte contre les inégalités sociales à l'école. Par exemple, depuis le début des années 80, nous menons une politique d'éducation prioritaire dont aucune recherche n'a pu montrer des effets positifs. Il est évidemment très important de donner davantage de ressources pédagogiques aux établissements qui accueillent les publics les plus en difficulté. C'est nécessaire, mais lorsqu'on a regardé quelles étaient ces ressources, on s'est rendu compte qu'il s'agissait finalement de moyens supplémentaires qui sont très peu en lien avec les apprentissages. À Marseille, c'est la remise des brevets pour les élèves qui l'ont obtenu en juin dernier. Un diplôme en grande partie symbolique qui fait malgré tout la fierté de ces jeunes et de leurs familles. À l'image des progrès de ce collège et de ses élèves, le CNESCO salue quelques orientations encourageantes, comme les heures consacrées au travail en petits groupes dans le secondaire, mais il insiste sur la nécessité d'une politique volontariste de mixité sociale à l'école. La France, l'école française, n'est plus véritablement un ascenseur social. Et donc, il faut à tout prix casser ça. C'est-à-dire qu'il faut redonner, comme le demandent les familles, comme le demandent les élèves, il faut redonner confiance à l'école.